Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, de retour de quelque part. C'est l'occasion pour nous chaque vendredi de recevoir un observateur de ce vaste monde qui était quelque part sur la planète, qui vient nous raconter qui il a rencontré, ce qu'il a vu. Et quel meilleur observateur qu'un photographe. Je suis ravie d'accueillir ce soir Michel Slomka. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes de retour de Sinjar. Alors pas hier soir, mais on peut dire que vous y êtes beaucoup allé ces dernières années, en particulier depuis février 2016. Sinjar, c'est une ville, alors on va poser un petit peu l'endroit, c'est une ville au nord-ouest de l'Irak, pas loin de la Syrie, une ville qui a été prise en août 2014 par les djihadistes de l'État islamique. Elle a été libérée en novembre 2015, mais la région entière a été libérée seulement en mai dernier. Et vous avez voulu documenter ce qui arrivait à la population yézidi de cette région. Donc c'est une minorité kurdophone qui a été particulièrement visée par la terreur, c'est ça ? Vous avez absolument tout résumé. Oui. Je n'ai plus rien à rajouter. Ah bah si, quand même. Non, effectivement, en fait, toute la question, les gens se souviennent très bien du fait que le groupe État islamique a déclaré à Mossoul en juin 2014 ce fameux califat, le rétablissement du califat. Et dans les mois qui ont suivi, ils se sont tournés vers cette montagne de Sinjar où vit cette minorité dont vous avez très bien parlé, que sont les yézidis, qui est une minorité religieuse, et qu'en fait, eux considéraient comme des mécréants, et à ce titre-là, ils pouvaient les réduire en esclavage. Et en fait, les yézidis ont avant tout, on parle beaucoup de nettoyage ethnique en ce moment, et ce qui s'est passé dans cette région est un nettoyage ethnique, mais son but premier était de réduire en esclavage un certain nombre de femmes avec leurs enfants pour servir d'esclaves sexuels aux combattants du califat. Vous avez, vos photos font l'objet d'une expo et d'un livre qui s'appelle, tous les deux d'ailleurs, Sinjar, Naissance des fantômes. Ces personnes, ces yézidis que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont de fantomatique ? Qu'est-ce qu'ils ont en eux, sur leur visage, que vous avez capté ? Alors c'est une vaste question. Ils ont quelque chose de fantomatique dans le sens où ils sont hantés quelque part par un trauma qui est très profond, qui est très grave, surtout pour les survivants. Les survivants reviennent avec... alors je dis souvent qu'ils sont vivants, mais il ne reste plus beaucoup de vie en eux. C'est-à-dire qu'ils sont habités par les violences qu'on leur a fait subir et qui sont assez cauchemardesques. Ensuite, il y a quelque chose de fantomatique dans le sens où les survivants reviennent, mais souvent ils reviennent dans des familles qui sont totalement explosées, et il y a beaucoup de gens qui sont absents. Et l'absence est quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent dans les guerres, mais qui pèse énormément et qui fait partie d'une souffrance psychologique qui est intense. Ouais. D'ailleurs, vous photographiez des retrouvailles et on sent que c'est à la fois très joyeux et très douloureux. Ouais, c'est un drôle de mélange, et on le voit ça dans vos photos. Oui, c'était un moment très poignant. On a assisté avec mon collègue réalisateur Alexandre Libert, qui travaille avec moi sur ce projet, à une libération d'une trentaine de familles, ce qui était rarissime, et on était là à ce moment-là. Et il y a un soulagement parce que ces personnes sont restées recluses pendant 1 an et demi en l'occurrence, et alors elles ont eu la chance, et je pense qu'ils ont été très peu à avoir été cachés par des amis arabes musulmans qui sont un peu ce qu'on pourrait appeler des justes et qui les ont cachés chez eux, mais au prix d'une réclusion stricte, totale. Voilà. Donc effectivement il y a un soulagement, sauf que en fait le plus dur quelque part commence, c'est faire face aux épreuves d'une vie qui a volé en éclats littéralement. Il y a de très jolis textes dans votre livre, outre les photos, et je vais en lire juste un tout petit extrait. La guerre n'a nul besoin d'armes pour continuer de se consumer. Et un petit peu plus loin, vous dites: le traumatisme est la persistance du pire. Il tient celui qui en est victime dans la lumière permanente de la torture, en même temps qu'il peuple son monde d'absence et de fantômes. Cette après-guerre si mal nommée est un espace hanté. Mais alors, quelques phrases plus loin, à propos de ces fantômes, vous écrivez: pourtant, il est possible d'en conjurer le sort, d'influencer les effets de la violence et les menaces qu'elle fait peser sur son avenir. Les personnes que j'ai rencontrées dans ce livre n'ont aucune solution à leur peine, mais elles ont commencé à trouver des mots pour habiter à nouveau leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelque part on guérit pas en fait du mal qu'on nous a fait. On utilise souvent le mot guérison, ou alors on va utiliser le terme de résilience qui est plus juste. Ce que je veux dire, c'est que ces personnes, en fait, en se réappropriant le récit de leur vie quand elles sont victimes, c'est très important de retrouver les mots pour dire ce qui s'est passé. Je veux dire, ça vaut pour les victimes de violences, de torture, comme pour les victimes ici, je veux dire, dans notre pays. Quand on subit une agression, c'est très important de verbaliser les choses. Et en fait, c'est ça qui va faire vraiment la différence. C'est-à-dire que quand on retrouve les mots pour dire, on n'est plus dans la position d'une
d'une victime, en fait. On n'est plus passif, on devient actif, et à partir de ce moment-là, on opère le retournement qui va permettre de continuer, en fait. Alors les monts Sinjar que vous nous montrez aussi, ce sont des montagnes très arides aux confins de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie. Il y a beaucoup de yézidis qui s'y sont réfugiés en fuyant la terreur. Oui, en fait, les yézidis vivent au sud et au nord de la montagne. Ceux qui étaient au nord ont pu fuir assez rapidement. Ceux qui ont été au sud ont dû chevaucher quelque part la montagne et rester coincés parce que l'État islamique avait déjà encerclé la région. Et du coup, ceux qui sont restés sur la montagne, ensuite, certains, quand le siège a été brisé, ont pu s'en aller. Et d'autres, traumatisés par cette expérience, se sont dit non, moi je ne quitte plus le sommet de cette montagne qui depuis toujours a été un refuge contre les violences, les persécutions. Et du coup, aujourd'hui, beaucoup, on les estime à peu près 10 000, vivent toujours sur le sommet de la montagne et vont continuer à vivre là-haut. On voit quelques-unes de vos photos sur le live vidéo sur europe1.fr et notamment deux frères qui se retrouvent. C'est absolument poignant. Vous avez été confrontés comme ça à des histoires en permanence. Oui, c'est beaucoup d'émotions. Alors ensuite, c'est souvent des choses qu'on ne voit pas. J'insiste beaucoup sur le fait que pour un photographe, en fait, dans ces histoires, l'essentiel est vraiment invisible. Et c'est aussi un défi quand on est photojournaliste ou photographe documentaire de montrer des choses. Parce que là, vous parlez d'une libération. Oui, je veux dire, il se passe quelque chose. La plupart du temps, c'est des longs témoignages dans des camps avec des personnes et il ne se passe rien. Et il faut pouvoir exprimer des choses qui ne sont pas directement perceptibles. Vous nous montrez des blessures, vous nous montrez la gravité du visage d'une femme en train d'allaiter son bébé et on sent finalement toute la gravité aussi de ce qu'elle a vécu, même si on ne peut pas l'imaginer. Merci beaucoup Michel Slomka de votre visite. Vos photos sont exposées dans le cadre de la 2e Biennale des photographes du monde arabe contemporain à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Je conseille vivement aussi votre livre qui est vraiment très joli, paru aux éditions Charlotte Sometimes, Sinjar, naissance des fantômes. Et ceux qui souhaitent vous rencontrer pourront le faire, je crois, à la mairie du 4e les 28 septembre et 12 octobre. Et ben voilà. J'ai tout dit ? Vous avez tout dit. Parfait, merci beaucoup et bon vent. Merci à vous.